Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire, on va parler agriculture aujourd'hui à quelques jours de l'ouverture du 58e Salon international. Je reçois sa directrice Valérie Leroy, on évoquera évidemment les enjeux d'une agriculture raisonnée et durable, mais surtout les défis à relever pour réussir un salon responsable. Dans notre débat, je vous présenterai un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète, ou quand le mentorat fait avancer la transformation environnementale et sociétale. On parlera notamment de dépollution marine. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, elle s'appelle Woula et propose des emballages à base d'excédents de laine. Vous verrez. Voilà pour les titres, on a 30 minutes, un petit peu moins, 28 pour les développer. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact, c'est Valérie Leroy, la directrice du Salon international de l'agriculture qui se tient du 25 février au 5 mars au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Évidemment, bonjour, vous êtes avec nous en visioconférence, en duplex. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le salon, c'est évidemment des milliers d'animaux, plus de 1000 éleveurs, 600 000 visiteurs attendus. Est-ce que ça veut dire qu'on revient au niveau d'avant épidémie? Est-ce que vous espérez revenir à ce niveau-là, à ce niveau de fréquentation? Alors oui, on peut dire que on espère, en tout cas, c'est ce qui se profile d'après les éléments qu'on a maintenant. Et globalement, le Salon de l'agriculture attire chaque année, en temps normal, avant Covid et tous ces événements, 1% de la population française à peu près. Donc on est en général autour de 620 000 visiteurs, quelquefois plus aussi. Nous, on cherche pas du tout à faire un record. On cherche à proposer à nos visiteurs une découverte du salon et du secteur de l'agriculture dans des conditions confortables. Donc, je dirais, normalement, on devrait atteindre entre 580 600 000 visiteurs et ça sera très bien comme ça. Oui, et on parlera évidemment de ce qui rend un salon le plus responsable possible. Mais j'évoquais le Covid, il y a, j'allais dire, une épidémie chasse l'autre, mais les questions autour de la grippe aviaire, est-ce que ça vous oblige à des précautions particulières ou est-ce que de toute façon, l'organisation d'un salon comme celui-là, finalement, le cadre que vous avez mis en place depuis des années suffit? Alors, on a un cadre, nous, à l'intérieur du salon, avec des vétérinaires, un processus de vérification des papiers de tous les animaux, désinfection des camions bétaillères, etc., dans lesquels ils arrivent. Mais on est soumis, évidemment, aux décisions de la direction sanitaire nationale et du ministère de l'Agriculture et de la préfecture. Donc, on applique ce qui nous est demandé. Et par exemple, cette année, du fait de la grippe aviaire, il n'y aura pas de volaille. Donc, pas de poules, pas d'oies, pas de dinde, pintade, etc., etc. Quels sont les thèmes mis en avant? Est-ce qu'il y a, quand on organise un salon comme ça récurrent, est-ce qu'on le thématise forcément? Alors nous, on a choisi de le thématiser tous les ans et de lui donner une couleur en fait pour nous permettre d'aborder un certain nombre de thèmes. Alors comme c'est un annuel, comme vous le disiez, ça veut dire que la thématique qu'on choisit pour par exemple février 2023, on l'a choisi au printemps 2022. Donc il faut qu'on ait une thématique suffisamment, je dirais, d'actualité et standard pour qu'elle puisse durer dans le temps. Donc nous, on thématise tous les ans. La thématique de cette année, c'est l'agriculture, le vivant au quotidien. Et on l'a choisi parce que dans le vivant, on n'intègre pas seulement les animaux, on intègre évidemment aussi les végétaux, tout ce qui fait l'agriculture au quotidien, mais aussi le climat, par exemple, et l'environnement qui nous entoure et qui sont on ne peut plus vivants en ce moment, puisque avec le changement climatique, on assiste à des nouveaux phénomènes, à des déplacements de zones où il fait plus chaud. On entendait parler encore ce matin beaucoup dans la presse de la sécheresse hivernale qui est un problème. Donc le thème du vivant nous permet de parler de tout ça et aussi évidemment, par conséquence, les adaptations que les agriculteurs sont obligés de faire, à la fois dans leur métier, dans leurs pratiques, dans leurs habitudes. Et voilà, donc c'est
c'est une thématique générale pour arriver à aborder le plus de thèmes possible du secteur de l'agriculture. Il y a quelques années, l'agriculture bio ou la transformation vers une agriculture raisonnée, ça pouvait être un thème annuel, vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est totalement transversal. Comment vous l'évaluez, ça? Alors oui, c'est transversal et puis, alors ces thèmes-là dont vous parlez, par exemple le bio, même, l'agriculture urbaine, ou, le biosourcé, Mhm. qui traite des filières françaises sur lesquelles on est bien placé, de transformation de matières agricoles en produits, qui ne se mangent pas. Par exemple, on connaît le lin pour les vêtements, le chanvre pour, certains, produits de construction dans le bâtiment et travaux publics. Donc tous ces éléments-là, ils sont transversaux à travers les secteurs du salon et ce que les visiteurs peuvent découvrir au fil des halls. Nous, à travers nos thèmes, on souhaite mettre le doigt sur, comment dire, créer une aspérité et une entrée de lecture du salon qui va nous permettre de rentrer tous ces éléments-là dont on vient de parler. Ouais. On est dans une semaine voilà, où on marque le premier anniversaire du début de la guerre en Ukraine, avec tous les enjeux de souveraineté alimentaire qui sont forcément majeurs, qui là aussi étaient adressés avant le début de ce conflit. Mais est-ce que c'est une des thématiques du 58e Salon international de l'agriculture? Oui, oui, alors c'est évidemment une thématique parce que la particularité de ce prochain salon qui sera le 59e en fait, pour être exact, c'est que c'est la première fois que le salon de l'agriculture se tient en temps de guerre sur le sol européen. Mm. Alors ça a pour conséquence que, évidemment, au bout d'un an de conflit, on a parlé des difficultés d'approvisionnement de l'énergie, de certaines matières agricoles, des flambées des prix, etc. Tout ça, ça fait que nous, en tant que citoyens, jusqu'à maintenant, on était globalement protégés de ça, mais on découvre qu'au quotidien, on peut être impacté parce que la farine n'arrive plus, parce qu'elle augmente et que du coup, le boulanger du coin, il va devoir augmenter sa baguette. Et tout ça fait prendre encore plus conscience du fait que l'agriculteur a une mission qui est de nourrir les citoyens qui les entourent, en tout cas ceux de son pays. Et du coup, en conséquence également, comment il peut faire pour arriver à subvenir aux besoins de ses concitoyens. Et on reboucle sur la thématique de la souveraineté alimentaire qui sera présente chez énormément de nos exposants. Votre métier, Valérie Leroy, c'est d'organiser des salons comme celui de l'agriculture. La question de l'impact, là aussi, si on essaye de prendre un peu, est-ce qu'il y a eu un déclic? Depuis quand vous cherchez à réduire l'impact d'un événement aussi majeur? Alors, on cherche à le faire depuis, je dirais, depuis 2016-2017, où on a mis en place un certain nombre de choses sans trop les communiquer parce qu'on voulait nous-mêmes, au départ, nous rendre compte effectivement de l'impact qu'on pouvait avoir. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, on parle d'un salon qui ouvre samedi et qui ferme le dimanche suivant, c'est-à-dire qui est en exploitation pendant 9 jours. Mais là, j'ai des équipes qui ont déjà pris les halls depuis samedi dernier. Donc, entre le premier jour où on prend les halls et le dernier jour de démontage, il s'écoule 21 jours. Pendant ces jours, ces 21 jours, on fait venir des exposants, des partenaires, des prestataires, des politiques, des animaux, un tas de gens, des visiteurs évidemment. Et donc tout ça, ça génère un flux sur la totalité de quasiment 2 millions de personnes au total en 21 jours. Donc il faut imaginer que, en fait, c'est comme si on créait une ville de toutes pièces, qui vient, qui a ses habitants qui rentrent, qui sortent, qui ont des véhicules, qui garent leurs véhicules, qui ont des animaux, qui doivent expulser des déchets, etc. Donc c'est un thème qui comment dire, nous concerne en tant que réalisateurs et producteurs d'un très gros événement, et je pense le plus gros événement français en termes de salon, et en plus qui nous concerne d'autant plus que notre événement porte sur le secteur de l'agriculture qui est elle-même fortement sollicitée sur ces thèmes-là. Donc on a mis en place un certain nombre d'actions et vous verrez
Cette année, on a commencé à communiquer autour pour expliquer ce qu'on fait et sortir un peu du bois, si je puis dire. Et on a une communauté qui s'appelle la communauté de ceux qui font le SIA, pour Salon international de l'agriculture, dans laquelle il y a des visiteurs, des exposants, tous ceux qui aiment le Salon de l'agriculture. On appelle cette communauté à contribuer avec nous à produire un événement le plus responsable possible à travers l'adoption d'une SIA attitude, qui est un peu un claim sympa. Voilà, on propose à tout le monde Ouais. de marcher avec nous pour un salon confortable et responsable. Donc on a bien compris un effort collectif. Vous le disiez en début d'interview, on ne cherche pas forcément à battre un record de fréquentation. Est-ce que ça veut dire, c'est une vraie question sur l'événementiel en général, est-ce que la course au gigantisme, c'est pas un peu voilà, contre-productif quand on cherche en même temps à produire des salons plus responsables? Alors il y a certainement un hiatus qu'il faut régler et sur lequel il va falloir travailler dans les années qui viennent. C'est clair que à l'heure actuelle, alors d'autant plus sur le salon de l'agriculture, c'est inenvisageable et ça nous demande vraiment de nous pencher sur le sujet. Mais à l'heure actuelle, c'est en termes d'image, mais en termes de cohérence aussi, impossible je pense, de concevoir un événement tel qu'on l'a fait dans les années passées. Du jetable à outrance, je pense que ça passerait plus et les visiteurs, quel que soit le secteur du salon d'ailleurs, et que ce soit un salon grand public ou un salon B2B, les visiteurs se manifesteraient, ils le font déjà, hein, en disant c'est inadmissible, vous n'avez pas expliqué comment vous triez vos déchets, j'ai vu que vos poubelles n'étaient pas, triées une fois que les personnes en responsabilité les ramassaient. Vous imprimez trop de choses, on est interpellé aussi comme ça, vous imprimez trop de choses, à quoi ça sert d'imprimer un plan alors que vous pourriez nous le mettre avec un QR code sur nos smartphones. Donc tout ça, ça contribue, et dans le secteur en général, à avoir une réflexion approfondie. Et j'ajoute que notre fédération UNIMEF, qui est la Fédération des foires et salons, a une commission réflexion sur la RSE et la responsabilité dans les salons, et que c'est aussi un sujet chez Comexposium, qui est l'entreprise donc à laquelle j'appartiens, qui organise 150 événements, ou plus de 150 événements, où c'est effectivement un vrai sujet. Merci beaucoup, merci Valérie Leroy et bon Salon de l'agriculture, donc 59e Salon de l'agriculture. On passe à notre débat. Je vous présente un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète. Entrepreneurs pour la planète, c'est une association qui met en contact le monde de l'environnement et celui de l'entreprise pour partager le savoir-faire des uns et la connaissance des autres. L'idée, grâce au mentorat, c'est de co-construire un monde plus durable. Et chaque mois, vous le savez, dans notre émission, je vous présente un nouveau binôme. Claire Bourgeon, bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice activité Sustainability chez Viséo, membre du COMEX d'Entrepreneurs pour la planète. J'accueille également Rémi Alain, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de V2O Marine. Vous mentorez Rémi depuis quelques mois. Vous allez nous raconter comment ce binôme s'est formé. D'abord, on présente vos entreprises respectives. C'est quoi Viséo ? Alors Viséo est une entreprise française du secteur du numérique qui utilise les technologies de l'information pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, environnementale et sociétale. Et s'agissant de la transformation environnementale et sociétale, que votre émission met en lumière, Thomas, nous élaborons des systèmes d'information qui permettent aux entreprises de disposer d'indicateurs pour piloter leur trajectoire de durabilité et pour faire face au reporting extra-financier auquel ils vont être assujettis dans les 5 prochaines années. Donc, en synthèse, nous construisons une espèce de vigie verte de l'entreprise grâce au système d'information. Et vous, Rémi Alain, vous avez créé V2O Marine en 2021 à Marseille, c'est ça ? Exactement. Et votre métier, c'est quoi ? C'est la dépollution ? C'est ça. Alors en fait, V2O Marine, c'est une société qui développe et commercialise des systèmes flottants tractés par navires remorqueurs. Et donc ces systèmes, ils ressemblent un peu à des grands entonnoirs. Et ils vont rassembler la pollution maritime flottante
pour optimiser leur récupération par des systèmes spécialisés. On voit quelques images, quelques photos. Ça fait quelle taille en fait? C'est pour qu'on prenne un peu conscience de ce que ça représente. Alors en fait, ça va dépendre des situations. Là, on a développé un prototype qui fait à peu près 11 mètres de large et 15 mètres de long. Donc l'objectif en fait c'est de développer des systèmes qui soient adaptés un petit peu aux différentes situations et donc là on va essayer de poursuivre le développement pour avoir des systèmes plus grands et du coup de pouvoir ratisser des surfaces de plus en plus larges. Alors ce binôme il existe depuis quand? Ça fait quoi, 6 mois je crois à peu près? À peu près, oui, Ouais. c'est ça. Alors comment ça se passe? On l'a déjà expliqué ici, mais comment vous vous êtes choisi? Racontez-nous, Claire. Alors c'est par l'association Entrepreneurs pour la planète, mais qui nous a mis en relation. Et puis le processus est bien fait, c'est-à-dire qu'ils ont une base de données de projets. On en sélectionne 3 et puis après on choisit le porteur de projet avec qui on a envie de travailler. Et en l'occurrence, ça a été un choix de cœur parce que la mer, parce que la dépollution marine. Et c'est vrai que moi, je suis très attachée au sud de la France, bien qu'étant originaire de Saône-et-Loire. Mais quand on entend les scientifiques nous dire que dans 2050, si on ne fait plus rien, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans, ça fait réfléchir. Voilà. Puis c'est un choix de cœur parce que la rencontre avec Rémi, avec qui moi j'ai eu personnellement tout de suite envie de collaborer. Mais alors, vous choisissez mutuellement? C'est plutôt le mentor qui choisit l'entreprise à mentorer et le chef d'entreprise à mentorer? Comment ça s'est passé? Oui, c'est ça. Alors en fait, donc moi, on m'a indiqué que Claire était potentiellement intéressée par V2O Marine. Donc là, on a échangé tous les deux. Et c'est vrai que... Enfin, comment dire, Claire avait plus le choix que moi, on va dire. Voilà. Non, mais c'est bien, comme ça, on voit comment ça fonctionne. Qu'est-ce que vous en attendez d'un mentorat? Alors, en un sens, j'attends pas grand-chose, mais le mentorat se développe au fur et à mesure que le projet se développe et que notre relation se développe. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous ne tirez pas des plans sur la comète, c'est vraiment très concret. C'est-à-dire que quand vous aurez besoin de Claire, vous pourrez faire appel à son expertise. Je dirais oui et non, parce que quand même, au début, nous, on est quand même assez organisés. Alors du coup, quand on s'est rencontrés pour la première fois, on a commencé un petit peu à réfléchir sur comment on allait travailler ensemble, bien sûr. Mais après, rien n'est fixe. Et c'est vrai que les choses avançant comme elles avancent, c'est-à-dire au quotidien, notre relation évolue également au quotidien avec ça. Alors, si on essaye d'être concret, pourquoi vous avez déjà fait appel à Claire Bourgeon depuis ce premier semestre de mentorat? Alors, bon, pour citer un exemple, V2O Marine vise à faire un événement en juin où on va présenter un petit peu le système. Du coup, l'organisation de cet événement nécessite qu'on s'y prenne en amont. Et donc ça, c'est un des premiers sujets sur lesquels Claire et moi, on a travaillé. Et puis il y a aussi d'autres choses. Il y a tout ce qui est la raison d'être, la stratégie globale de l'entreprise. Voilà, vaste domaine. C'est quel rythme de collaboration et de mentorat? C'est un peu à la demande ou alors vous avez prévu des rendez-vous précis, des points d'étape en quelque sorte? On était organisé mais assez libre. Donc on se voit en moyenne tous les 15 jours, mais ça dépend de l'actualité de Rémi. En fait. Et effectivement, il y a un fil conducteur qui sont les fondamentaux de l'entreprise, mais on est très guidé par son actualité. Alors cet événement au mois de juin, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer à Marseille, j'imagine? Oui, tout à fait, ça va se passer à Marseille. Donc on va inviter des acteurs du monde maritime et on va pouvoir présenter le système et faire une petite présentation, une petite conférence. Présentation du système, conférence de presse. Exactement. Parce que vous en êtes où du développement de l'entreprise aujourd'hui? Alors là, comme vous avez pu le voir sur les images, le prototype a très bien marché, donc ça, c'est un vrai succès. Ça, c'était fin janvier, c'est ça, le test? Voilà, tout à fait. Et en fait, on a simulé une pollution maritime avec des balles de riz de Camargue. Donc la balle de riz, c'est l'écorce qui entoure le riz. Voilà, donc c'est tout à fait écologique. On lance ça dans la mer et ça simule une pollution, par exemple, aux hydrocarbures. Donc ça a très bien marché. Et là, l'objectif, c'est de développer un système plus grand, puisque plus on va atteindre des tailles importantes et plus l'efficacité du système va être importante. Voilà. Donc après, au niveau
de la conception générale du système, comme vous avez pu le voir sur les images, qui a une forme particulière, un petit peu en Y, hydrodynamique, donc qui va non seulement ratisser large, mais également diminuer le coût en termes de pétrole, en fait, si j'ose dire. La consommation de carburant des bateaux qui vont le tracter. Claire Bourgeon, Viséo s'est engagée financièrement auprès de l'association Entrepreneurs pour la planète. C'est depuis le début ou alors c'est plus récent? Racontez-nous un peu la genèse et puis surtout les raisons de cet engagement. Alors, ça s'inscrit dans la politique RSE du groupe Viséo, qui est très dynamique depuis 2016 et donc qui soutient un certain nombre d'associations qui en ont besoin pour vivre. Et Entrepreneurs pour la planète est une association loi de 1901 à laquelle nous contribuons depuis l'été dernier. Et l'engagement, c'est aider cette association à travers son impact positif et à travers le mentorat. Et j'espère qu'il y aura d'autres porteurs de projets, d'autres mentors chez Viséo pour Entrepreneurs pour la planète. Et donc vous avez intégré le COMEX d'Entrepreneurs pour la planète. Pourquoi le mentorat, ça marche? Bon, on le montre ici régulièrement, mais pour vous, pourquoi ça marche? Alors, ça marche parce que ça apporte aux deux parties. Ça apporte le plaisir de transmettre des expériences, des compétences quand c'est possible. Le plaisir de la relation humaine, parce que finalement, c'est une relation professionnelle dans un environnement désintéressé, donc qui est certainement propice à cette relation. Et puis, ça apporte un sentiment d'utilité. Et ça, je pense que c'est très important dans l'époque que nous vivons, parce que jusqu'à présent, les entreprises, leur objectif, c'était la rentabilité, les parties prenantes actionnaires, et maintenant, elles doivent être durables, et donc soigner d'autres parties prenantes. Et je pense que les comportements des dirigeants vont devenir beaucoup plus écocentrés, avec ce sentiment d'utilité vers des parties prenantes qui sont leur propre écosystème de proximité. Donc le mentorat cristallise finalement ce sentiment d'utilité qui me paraît prépondérant pour faire face collectivement à la crise environnementale et sociétale. Rémi Alain, dans le développement, la croissance d'une entreprise, il y a souvent une étape importante qui est la levée de fonds, les premières levées de fonds. Est-ce que vous avez déjà ça en tête? Et puis si oui, quel rôle peut jouer Viséo pour vous accompagner? Alors effectivement, toute entreprise, à un moment donné de sa croissance, doit penser à la levée de fonds. C'est vrai que là, on est dans une logique de croissance et du coup, ça va être un sujet important, évidemment, dans les moments qui vont venir, sur le moyen terme. Ouais, c'est-à-dire quoi? Plutôt pour l'année prochaine, par exemple? Plutôt 2024? Éventuellement, peut-être 2024, 2025, ça va être un vrai sujet. Et effectivement, si Claire accepte de m'accompagner sur ce sujet, avec grand plaisir. Voilà. C'est le réseau aussi du mentor qui peut jouer un rôle important pour vous? Ça peut, bien sûr, oui. Après, ce qui me semble le plus intéressant en un sens, c'est l'accompagnement personnel avec Claire, puisqu'en fait, c'est comme une épaule sur laquelle je peux un petit peu me reposer de temps en temps. Voilà, Et c'est très important, responsabilité importante aussi. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter ce nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète. C'est l'heure de Smart Ideas, on parle d'emballage, emballage à base de laine. Bah oui. Smart Ideas avec Antoine Lay, le manager France de Woola, qui est avec nous en duplex, en visioconférence. Bonjour, bienvenue. Woola, c'est une entreprise estonienne créée en 2019 et qui se lance sur le marché français. Je voudrais revenir à l'origine. C'est quoi l'idée de départ des fondateurs? Alors bonjour, merci de me recevoir. En fait, l'idée de départ est très simple. Elle part de deux constats. Le premier, c'est que 63 milliards de parcelles ont été envoyées dans du plastique en France en 2021. Le plastique, on le sait, c'est un matériau qui est à usage unique, qui n'est pas recyclé ou peu recyclé, et qui est extrêmement consommateur d'énergie fossile. Et le deuxième constat, c'est qu'on a 200 000 tonnes de laine qui sont jetées en Europe chaque année. En Estonie, par exemple, d'où vient Woola, c'est 90% de la laine. Et donc, avec ces deux constats ensemble, tout simplement, on trouve qu'il y a une solution qui pourrait être plus idéale que le plastique pour emballer des objets fragiles.
Et donc, ils ont imaginé utiliser ces déchets, finalement, ces excédents de laine pour en faire des emballages, c'est ça? Exactement, donc ils ont créé en fait une couche de laine interne. Donc, par exemple, on peut mettre dans des enveloppes qui permettent d'envoyer des petits objets fragiles pour l'e-commerce et qui vont venir remplacer ici le papier bulle, qui va venir donner cette couche protectrice que l'on attend lorsqu'on envoie des éléments. Mais moi j'ai été surpris qu'il y ait autant d'excédents de laine. Vous l'avez dit, 90% pour certaines entreprises. C'est détruit. Qu'est-ce qui devenait encore en quelque sorte ces excédents avant Woula? Alors en fait, c'est une excellente question. Il faut savoir que si la quantité de laine détruite est tellement élevée en Europe, c'est tout simplement qu'elle n'est pas de qualité suffisante que pour être utilisée dans l'industrie textile. Autrement dit, c'était en fait tout simplement un déchet de laine. Alors les agriculteurs la brûlaient, l'enterraient. Dans le meilleur des cas, ils ont composté une petite partie, mais elle n'était tout simplement pas utilisée, c'était un déchet. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, le Woula se lance sur le marché français. Ça représente quoi le marché français en termes d'emballage? C'est un secteur qui pèse quoi et quelles ambitions vous avez? Alors, le marché français, c'est, je l'expliquais juste avant, 63 milliards de parcelles qui sont envoyées dans du plastique en 2021. Donc c'est un très gros marché, c'est un très gros marché européen. Il faut savoir que l'industrie plastique, l'industrie de l'emballage, c'est l'industrie qui consomme le plus de plastique. Ça va être 50% du plastique. Or, on sait aujourd'hui qu'il faut changer, il faut aller vers des solutions qui sont plus durables. Et alors, au niveau du marché français, exactement ce qu'il représente, c'est le marché qui, actuellement, en Europe, propose les plus grandes opportunités pour vous là. C'est le marché qui reçoit de la manière la plus positive ici les enveloppes et qui qui s'ouvre de la meilleure des manières. Quand vous dites qu'il reçoit de manière positive les enveloppes, c'est-à-dire que vous avez fait du testing, vous avez évalué comment vos clients, parce que vos clients, j'imagine, ce sont les grands de la logistique, vous avez évalué tout ça avant de vous lancer, c'est ça? Alors, pour revenir très rapidement sur l'histoire de Woula, c'est encore une très jeune entreprise. Donc, elle a 2 ans, elle a commencé en Estonie, où ça a pris très très rapidement parce qu'en fait, il y a une réelle demande sur le marché européen de nouveaux emballages. Le marché français, on l'a ouvert, j'ai commencé ici à l'ouvrir il y a 6 mois. Et la raison pour laquelle on peut vous dire aujourd'hui que c'est le marché qui répond le mieux, c'est qu'on a ouvert différents marchés en même temps. Et c'est celui sur lequel il y a eu le plus grand intérêt directement. Je pense que ça vient de différents facteurs. Donc, premièrement, je pense qu'il y a eu un changement de mentalité. Je pense que le marché français est en fait mature, il est prêt à avoir ce genre de solution. Tout simplement, on a eu un été ici très chaud. Je pense qu'il y a un changement de perspective vis-à-vis du changement climatique. Il y a une maturité qui fait qu'on est prêt à l'avoir. Deuxièmement, le marché français, c'est un marché qui aime bien les belles choses. Et Woula, c'est différenciant. C'est un beau produit en tant qu'emballage. C'est votre premier contact entre le client et votre marque. Et il y a énormément d'attention qui est portée sur le marché français. Donc très très rapidement, on a eu des petits clients qui ont signé avec nous, des petites entreprises, puis on a eu des entreprises moyennes, par exemple Binoc, Mademoiselle Bio pour le cosmétique, et alors de plus grosses entreprises, mais je ne peux pas ici vous donner les noms, on a des agréments de confidentialité. D'accord, et donc vous travaillez avec... C'était une demande de l'industrie de l'emballage pour réponse très rapide s'il vous plaît. Alors, très rapidement, non, on a ouvert le marché français parce qu'on a regardé les marchés qui consommaient le plus et qui étaient accessibles en Europe. C'est une des raisons pour laquelle il a été sélectionné lorsqu'on a ouvert les marchés. Merci beaucoup, bon vent à Woula en France, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart. Je vous dis à demain. Salut.